Alors, je suis surtout en effet ancien élève de l'école centrale et je vais vous parler donc de des ingénieurs sortis de cette école. Comme il vient de vous être rappelé, c'est une école qui a été créée en 1829, une école privée, avec donc des capitaux privés, à l'initiative d'un certain nombre de savants très liés à l'industrie, dont la personnalité la plus importante, c'est Jean-Baptiste Dumas, le grand chimiste qui venait d'écrire La chimie appliquée aux arts. Et cette école se voulait, dans un mouvement de révolution industrielle qui s'accélérait à ce moment-là, former ce qu'on appelait des ingénieurs civils, c'est-à-dire différents et s'opposant d'une certaine manière aux ingénieurs d'État qu'étaient les polytechniciens, ingénieurs des ponts ou ingénieurs des mines, et aussi des dirigeants d'entreprise. On est juste, sans rentrer dans l'histoire de cette école, dans un contexte qui est celui de la révolution industrielle, celui aussi d'une grande crise qui, après un grand boom qui a démarré dans les années 1820, est arrivé autour de 25-26, avec énormément de faillites, dont d'ailleurs Jean-Baptiste Dumas a personnellement, par sa famille, eu à subir les conséquences. Et l'idée, c'est de former des ingénieurs qui connaissent l'industrie, qui éventuellement d'ailleurs puissent aller dans le monde de la finance et de la banque pour conseiller, pour faire des bons investissements et éviter les spéculations hasardeuses. Je tiens à dire ça parce que j'ai été vraiment surpris de voir à quel point c'était présent dans les prospectus initiaux et d'une certaine manière, c'est un discours qui a une certaine actualité. Alors cette école a été créée en 1829 et elle va s'installer dans un endroit que vous connaissez tous, enfin du moins je l'imagine, qui est l'hôtel Salé, c'est-à-dire un hôtel du XVIIe siècle qui est devenu maintenant le musée Picasso. Donc on retrouve un peu le dessin quelque part dans l'histoire actuelle du bâtiment. Et ce bâtiment, donc, qui avait connu une période de désaffection au début du XIXe siècle et d'utilisation d'ailleurs par des institutions d'enseignement, est entièrement réaménagé par un architecte tout à fait intéressant qui s'appelle Charles Gourlier, qui est architecte des bâtiments civils. Et je trouve que ce qu'il a fait est tout à fait remarquable de l'utilisation d'un bâtiment ancien pour pouvoir lui trouver une nouvelle fonction sans pour autant trop l'abîmer, transformer des salons en amphithéâtres, utiliser les jardins pour faire des relevés comme on le voit ici. Je trouve qu'on est dans une logique un peu déjà patrimoniale d'une certaine manière. Je voulais le souligner en passant. Alors cette école est très pratique. Enfin, le principe, c'est de dire allier la théorie et la pratique. Et dans la pratique, il y a bien sûr des manipulations de chimie, des constructions de machines, mais il y a aussi énormément de dessins, et de dessins de machines, mais aussi de dessins d'architecture. Parce que donc l'idée, c'est de former des gens qui soient capables après de construire, comme je l'ai dit, et d'aménager des usines. Voici de la même gravure, enfin l'autre page, l'intérieur des locaux. Et donc vous notez en particulier au troisième étage les salles, les turnes, comme on disait, que les élèves occupaient, dans lesquelles on voit la planche à dessin. Et je vous ai mis aussi le prospectus de 1845, je crois, avec en bas les travaux graphiques se composent de dessins architecturaux, de l'avis, d'épures à la règle, au compas et à l'échelle, et de croquis tracés à la main et levés, beaucoup à main levée, oui, bien sûr, je l'ai mal lu, de croquis à main levée, et relatif à tous les cours. Une importance extrême est attachée à ces travaux, le dessin étant pour les ingénieurs un langage indispensable et dont l'emploi doit leur être très familier. Le dessin, c'est le langage de l'ingénieur, et notamment de l'ingénieur praticien.
Et là, donc, on voit un détail. On est au-delà de 1839, plutôt aux alentours de 1860. L'école va rester à l'Hôtel Salé jusqu'en 1884. Et ensuite, elle va aller aux Arts et Métiers. Et maintenant, elle est à Châtenay-Malabry. Elle envisage, enfin, il est très question de la déménager sur le plateau d'Orsay. Elle va former en effet des très grands constructeurs. Il y a un certain nombre de spécialités, chimie, mécanique, et une spécialité construction. C'est une des 4 spécialités qui correspondent à la 3e année, à la spécialité de 3e année, et également au projet de sortie. On y rentre relativement facilement, on y sort beaucoup plus difficilement. C'est-à-dire que le concours, à la limite, est plutôt un concours de sortie. L'écrémage peut être de l'ordre de 1 sur 5. Je veux dire, il y a énormément de gens qui ont suivi les cours de l'école centrale et qui ne sont pas sortis diplômés dans cette période-là. Alors, parmi les gens qui sont sortis et qui sont devenus des constructeurs importants et qui concernent un peu l'endroit où nous sommes, eh bien, il y a Jules Bourdet, qui a construit, était un des 2 constructeurs, je crois que l'autre c'est du palais du Trocadéro, du premier en 1878. Alors, j'ai vu que, j'ai pas malheureusement pu encore la regarder, il y a une exposition actuellement sur la construction. Ce bâtiment a été très décrié d'un point de vue esthétique, mais au point de vue performance technique, disons, c'est un bâtiment qui mérite davantage que ce qu'on a pu dire de lui, en particulier tous les problèmes de fondation, de dénivelé et de rapidité d'exécution. Donc Jules Bourdet, le centralien qui s'est occupé de tout ça, mérite quand même un petit coup de chapeau. De l'autre côté, nous avons les grandes galeries qui sont liées dont la construction est liée aussi à un très grand ingénieur de l'école centrale qui s'appelait Henri de Dion, qui a inventé un type de ferme de charpente particulière, sans entrée, qui est tout à fait remarquable. Alors, évidemment, autre très grand constructeur qui est un peu le grand personnage de l'école centrale emblématique, c'est Gustave Eiffel. Donc là, on était en 1878 et on se trouve là en 1889, comme chacun sait, la construction donc de la Tour Eiffel, d'un ingénieur constructeur qui avait son entreprise déjà depuis 1865. Parmi les grandes figures centraliennes, il y a bien sûr Gustave Eiffel, de Dion-Bourdet sont de 2e ordre, on les connaît moins, et le plus connu finalement de tous dans les référendums, c'est quelqu'un qui a un rapport étonnant avec l'Hôtel Salé, c'est Boris Vian, dont le grand-père était fondeur d'art et a été occupant de l'Hôtel Salé une fois que l'école centrale est partie, fondeur de bronze. Alors, les centraliens, donc les jeunes centraliens, avaient des cours de spécialité très appliqués, et dans chaque spécialité, on retrouvait des dessins d'usines. Voici ce que, par exemple, proposait Jean-Baptiste Dumas, donc le grand chimiste, un des fondateurs, fabrication de papier. Donc vous voyez un coupe-plan qui montre un peu, de façon assez sommaire, bien sûr, comment et la façade, mais surtout comment à l'intérieur s'aménagent les différents dispositifs. Le raffinage du sucre, qui est une industrie qui évolue énormément dans le courant du 19e siècle, à partir des années 1820. C'est les premières usines tubulaires, l'ancêtre des raffineries de pétrole, si on veut, donc avec des mouvements ascendants et descendants, évaporation, etc. Et vous voyez ces grandes usines donc à étages, que sont les raffineries de sucre, qui changent complètement la donne par rapport à ce qu'il y avait au XVIIIe siècle, et qui, justement, intéressent beaucoup les chimistes, les constructeurs. Il y a une sorte aussi d'alliance de différentes spécialités dans la réalisation, l'ingénierie de ces installations modernes. Les plus grandes raffineries des années 1820, 30 et 40 en France, elles se trouvaient à Paris, le long du canal Saint-Martin et Saint-Denis, dans le quartier des Flandres. Donc voilà, ça a dû prendre pour modèle
une de ces usines parisiennes, que d'ailleurs les élèves allaient visiter avec leurs professeurs. Le professeur de construction, c'est à ce moment-là un ingénieur des ponts et chaussées qui s'appelle Marie, qui par ailleurs est employé de la ville à s'occuper de l'adduction d'eau. Et vous voyez que dans son cours, eh bien, il traite de la construction des usines. Là, ici, nous avons les forges de Decazeville, c'est son cours lithographié. Alors, ça me permet de rendre un hommage à quelqu'un qui a travaillé de façon tout à fait exemplaire sur le sujet et dont je m'inspire et que j'ai malencontreusement oublié de citer dans ma bibliographie alors que je l'avais à côté et que je voulais le faire, mais je me suis un peu trop pressé. C'est Françoise Hamon qui a consacré sa thèse à l'Université Paris IV. Elle était elle-même d'ailleurs maître assistant à l'Université Paris IV, qui s'appelle « Construire pour l'industrie, l'enseignement de l'architecture industrielle à l'École centrale des arts et manufactures 1832-1914 ». Donc c'est un ouvrage de référence, je dirais, introuvable malheureusement, sauf dans certaines bibliothèques. Voilà donc Marie, cours de construction, donc c'est dans les volumes de planches, fabrique de sucre, tous font des fabriques de sucre. Et alors derrière, ce qui est intéressant, ce qu'avait fait en particulier Françoise, c'est de comparer les cours avec le projet de sortie, qui donc est une épreuve, comme je l'ai déjà dit, très importante. Tous les élèves, un peu comme aux Beaux-Arts, sont enfermés. Enfin, ils savent plus ou moins quel est le sujet. Ils ont le temps avant de s'informer, puis ensuite ils doivent faire leur projet pendant quelques jours, et c'est sur cette base-là qu'ils vont être notés, une note qui est très importante dans le dispositif final et l'obtention du diplôme. Excusez-moi, c'est pas celle-là. Là, on est encore c'est plus loin que donc j'ai un exemple d'un travail d'élève de ces années-là qui correspond précisément à ce que on peut lui avoir enseigné. Non, auparavant, je devais aussi vous parler du cours de métallurgie. Là, c'est une planche du cours de quelqu'un qui s'appelait Achille Ferry, qui était par ailleurs, c'est intéressant à signaler, l'ingénieur de la famille d'Orléans, donc avant 1830, Philippe d'Orléans et ensuite le roi, et qui a travaillé par exemple au château de Neuilly. Et donc il a été recruté comme professeur de métallurgie et de construction des machines. Et dans son cours, on voit en particulier les grands établissements. J'ai montré à l'instant Fourchambault, donc dans la Nièvre. Je montre ici une forge qui est un établissement très important, qui était relativement architecturé, comme vous pouvez le voir ici, avec une charpente, donc c'est les forges d'Alès, une charpente qui est intéressante. Vous voyez, je ne suis pas absolument certain d'avoir raison en vous disant qu'elle est de type colonel Émy, c'est-à-dire ces grandes charpentes en bois qui sont inventées par ce colonel Émy et qui sont des charpentes cintrées, une sorte d'ancêtre du lamellé-collé, qu'on va retrouver notamment dans les grands manèges, celui de Libourne ou du Cadre Noir de Saumur. À la forge de Decazeville, dont je n'ai pas montré l'image, il y avait aussi ce genre de choses. Alors, autre planche du cours de Ferry, c'est les hauts fourneaux de la Voulte, qui ont été construites précisément par Ferry et son associé Walter de Saint-Ange, autre professeur à l'école centrale, avant qu'il soit recruté comme enseignant, et qui vont bien sûr figurer dans l'album des planches destinées aux élèves. Je signale qu'ils existent toujours, ces hauts fourneaux de la Voulte. Ils ont été protégés monuments historiques. On les avait étudiés il y a quelques années. Voilà l'image au moment où l'inventaire, service auquel j'appartenais à ce moment-là, les a photographiés. Et voici la situation actuelle. On est dans un contexte intéressant. J'ai regardé, j'avais un peu perdu le fil, mais il y a des travaux de restauration qui ont commencé, je crois, en septembre 2011, avec la Fondation du patrimoine. Et l'idée, c'est de faire une sorte d'aménagement paysager. On est en
au centre de la Voulte, hein, de cet ancien site sidérurgique. Longtemps, enfin, quand on les avait découverts, entre guillemets, les habitants savaient à peine que ça existait parce que c'était fermé totalement. Et alors voilà ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc un projet d'élèves, quelques dessins extraits. C'est des photocopies de photocopies, donc c'est pas absolument formidable, mais enfin au moins on voit. Vous voyez donc ce que les élèves spécialisés en métallurgie vont pouvoir rendre. Alors, le débouché des centraliens, c'est d'être directeur d'usine, d'être éventuellement au sein d'un groupe industriel, ça existe déjà, être des gens qui font de l'ingénierie, de la conception de l'usine et de sa construction. Ça peut être aussi de rentrer dans un cabinet d'ingénieurs civils qui sont créés à ce moment-là, sur le modèle finalement des cabinets d'architecture. Le père de l'ingénierie française, il s'appelle Eugène Flachat. Le voici représenté ici. Il est plus âgé que les centraliens. On dit des fois d'ailleurs que c'est le père des premiers centraliens. C'est un Saint-Simonien qui a formé sur le tas et qui crée un cabinet d'ingénieurs civils où il va recruter des tout jeunes centraliens. On est dans les années 1834-35 et il va surtout travailler pour le Paris Saint-Germain, Versailles, Rive-Gauche, Argenteuil, etc. Voici une image de la gare Saint-Lazare en 1867 et du pont de l'Europe. Toutes ces grandes halles, c'est le cabinet Flachat qui les a conçues et on voit apparaître de la construction métallique moderne. Je pourrais développer ça, mais il faut que j'avance. Mais notez notamment, en particulier, la grande halle à droite qui existe toujours, qu'on appelait la halle Flachat, qui est le premier grand ouvrage en France fabriqué en ce qu'on appelle le profilé riveté, c'est-à-dire utilisation du rivet et de fer laminé en cornière, I, T, double I, comme on disait à l'époque, qui donc permettent de faire le mécano, c'est-à-dire le système Tour Eiffel. Ce système Tour Eiffel, il est mis au point en gros autour de 1850, par justement les ingénieurs liés au cabinet Flachat et travaillant par la compagnie du Paris Saint-Germain. Derrière tout ça, il y a la mise au point de la résistance des matériaux, du travail de préfabrication. Eiffel va être le digne successeur des gens qui ont travaillé ici. De Dion, Henri de Dion, l'inventeur de la fameuse charpente de Dion dont j'ai parlé pour 1878, il commence en 1851 ou 52, sorti tout jeune de l'école centrale, à travailler pour le cabinet Flachat et notamment à cette grande halle, je crois. Eiffel va travailler plus tard, pour commencer, à la Compagnie de l'Ouest. Donc c'est une espèce de filière. Alors Eugène Flachat, dans le XVIIe, a son buste. Il a, dans cette carte postale, le positionnement, c'est sur, près de la gare de Courcelles, la ligne de la petite ceinture. C'est lui qui, en effet, a fait cette ligne qui s'appelait autrefois la ligne d'Auteuil. Il est le concepteur. C'est bien placé, disons, d'avoir mis Flachat là. Et d'ailleurs, le voici en train de rendre des comptes aux gens de la compagnie, en particulier peut-être aux frères Pereire. Alors ce Flachat, il est intéressant aussi parce qu'il a été, peut-être que ça, sûrement même, vous a été déjà évoqué par Nicolas Pierrot, il a été très lié, semble-t-il, au peintre de l'industrie qui est Bonhomé, le forgeron. Et en particulier, alors avant de faire de s'occuper de chemin de fer, il s'est occupé de forges. De réaménagement et de modernisation des forges. Et en particulier, l'un de ces grands chantiers auxquels ont contribué beaucoup de jeunes centraliens, c'est le réaménagement des forges d'Abainville, la modernisation des forges d'Abainville dans la Meuse. Un établissement qui est un peu oublié, mais qui était important. Et Bonhomé a peint les forges d'Abainville qui ont été offerts, les dessins et tableaux, un certain nombre de choses ont été offerts à Eugène Flachat Bonhomé, c'est un élève de Delaroche, c'est un formé peintre d'histoire et orienté vers la peinture d'industrie, ce qui est assez exceptionnel à l'époque, et qui va travailler pour des commanditaires. Alors, on pense que c'est les Pereire qui ont
payer Bonhomé pour qu'ils offrent à Flachat, en 1837, ces tableaux. Donc voici les dessins, il y a une exposition. Alors, ce qui est intéressant, c'est de mettre en perspective les dessins et peintures de Bonhomé avec ce qu'on trouve dans le traité de fabrication du fer. Vous voyez, en 4 volumes, hein, enfin on ne voit pas marqué là, donc planche 78, plan extrait d'Eugène Flachat, Alexis Barrault, Jules et Alexandre Petiet, 3 auteurs, Flachat et 2 jeunes centraliens. Jules Alexandre Petiet, c'est le premier major de l'école centrale, c'est une figure aussi, et son camarade, comme on dit, Alexis Barrault, qui a réalisé en 1855 le Palais de l'Industrie, dont je ne parlerai pas, à l'exposition de 55. C'est le concepteur de toute la structure métallique. Autre centralien intéressant de ces premières époques, c'est Alphonse Chachebien, c'est tout un volet qui est très important dans l'ingénierie, c'est la question de l'énergie, la question des moteurs. J'avais évoqué, je crois, dans la séance précédente, l'importance du moteur hydraulique. Et Alphonse Chachebien, met au point une roue qu'on voit au-dessus, en haut. Alors, je vais peut-être utiliser ça. Ça marche, non? Si. Donc cette roue qui est tout à fait étonnante, je ne sais plus si j'en avais parlé, mais qui est à haut renversé, c'est-à-dire assez contre le bon sens en quelque sorte, et qui va faire 90% de rendement, hein, ce qui est absolument... enfin, on a du mal à y croire à l'époque, d'ailleurs. Il met du temps. Et alors, Alphonse Chachebien est ingénieur civil et il conçoit des usines hydrauliques pour lesquelles il aménage en particulier sa roue, mais son service, disons, est plus important. Il fait un travail d'ingénierie pour proposer un système de construction avec l'aménagement hydraulique ad hoc et le moteur, et puis le bâtiment, qui permet d'avoir quelque chose de cohérent. Alors, une de ces réalisations, c'est l'usine de Trilles-Bardou pour la ville de Paris, hein, l'usine d'élévation des eaux, une de ses dernières réalisations dans les années 1850. Donc, propriété de la ville de Paris, Trilles-Bardou, on peut le visiter. Et à l'intérieur, donc il y a cette roue magnifique. Ça marche encore, ça élève encore pour la ville de Paris, un peu d'eau, enfin, je veux dire beaucoup d'eau, mais un peu d'eau avec la roue de temps en temps. Elle tourne. Et puis à l'intérieur, vous voyez un petit musée avec au-dessus, Alphonse Chachebien qui est en photo, dignement honoré par les gens de Trilles-Bardou, hein, sur la Marne. Alors, je voudrais quand même, c'est un petit clin d'œil, entre autres à Paul Smith, qui est juste en face, que vous connaissez, honorer évidemment l'exemple anglais. Et Flachat a à tous les coups un modèle qui est cet anglais extraordinaire qui s'appelle Isambard Kingdom Brunel, qui est d'une famille française, c'est-à-dire qu'on devrait dire Isambard Kingdom. Isambard, c'est un prénom normand, il est normand, et l'appelait tout simplement Brunel. Et en fait, c'est un personnage tout à fait exceptionnel qui est né en Angleterre, fils de quelqu'un qui serait très intéressant, qui est lui-même grand ingénieur, est né, lui, dans la région rouennaise, Marc Isambard Brunel, qui a fait ses études à Paris, qui a fait ses études au lycée Henri IV, envisageant de préparer l'école polytechnique, ce qu'il n'a pas finalement fait dans les années 20. Il revient en France, en Angleterre, il travaille avec son papa à la construction du tunnel sous la Tamise, grand ouvrage mémorable, avec un grand accident et puis une reprise. Bon, finalement, une inauguration dans les années 40, donc voici l'image. Et ensuite, donc, après avoir travaillé avec papa, il se met à son compte et il travaille pour les Bristol, donc ce grand port sur la façade ouest de l'Angleterre, qui est le grand port en destination des États-Unis avant qu'il soit
ce qu'il est en train à ce moment-là de se passer, détrôné par Liverpool. Mais les gens de Bristol, quand même, veulent se moderniser. Alors, ils construisent ce pont tout à fait extraordinaire, suspendu, donc en demandant à Isambard Kingdom Brunel de le faire, qui est le pont de Clifton. Alors, vous voyez les dessins de Brunel. C'est juste pour vous dire que, puisqu'il faut parler de dessin quand même, dessin. Brunel était tombé tout petit dans le dessin. Je veux dire, c'est ce les témoignages de son papa disant il dessine toute la journée. Donc des dessins techniques, mais qui ont une certaine allure quand même. Et alors, je ne parlerai pas de tout ce qu'a fait Brunel jusqu'au premier transatlantique. C'est pour ça qu'il est actuellement une icône outre-Manche, peut-être aussi outre-Atlantique. Absolument inconnu en France, donc une fois de temps en temps on peut évoquer Brunel puisqu'il a quelque chose à voir avec la France, en particulier le fait que les ingénieurs de l'école centrale l'admiraient énormément et visiblement avaient des échanges avec lui, les Flachat et autres, c'était un peu une référence. Et il a, au niveau de la construction métallique, rivetée, etc., apporté pas mal aussi de choses et il y a eu des échanges sur lesquels je n'ai pas le temps de m'étendre. En tout cas, ce qu'il a fait, c'est en 1841-43, on lui a confié la construction du Great Western Railway, c'est-à-dire la ligne qui va de Londres à Bristol et qui démarre à Londres, à Paddington, dont il est d'ailleurs le concepteur, 1850 et quelques. Mais il va construire entre Londres et Bristol une ville nouvelle, qui est la ville de Swindon, qui est une ville ferroviaire, où il se trouve que English Heritage, c'est-à-dire l'équivalent des monuments, des services patrimoniaux en Angleterre, s'est installé. Et donc, dans les anciens locaux de la ferroviaire, donc de cette fameuse ville de Swindon. Donc on a les dessins conçus par Brunel et son équipe. Il avait exactement aussi un bureau d'ingénierie à la Flachat. Flachat prend modèle sur lui à tous les coups. Il était à Londres. Et donc on a des dessins et il construit entre autres choses. Alors ça c'est des dessins, des plans d'usine, des plans de toute la fabrication, je ne l'ai pas dit, mais c'est suffisamment, mais c'est la construction ferroviaire, locomotive, wagon, tout ça. Et ça commence en 1841. Et donc voici des dessins de, par exemple, la fonderie de cuivre. C'est Brunel et son équipe, le cabinet de Brunel qui dessine tout ça. Et aussi, ce qu'il construit, c'est une cité ouvrière. Une cité ouvrière dont le premier coup de pioche doit être aux alentours de 42-43. Et on a tous les dessins donc, d'aménagement de cette cité organisée parfaitement avec des voies octogonales. C'est ce qu'on voit ici. C'est ça la cité ouvrière. Une église anglicane, et puis je ne sais pas si les voit ici. Il y a aussi une jonction avec des canaux. Il faudrait regarder ça de plus près. Ça se visite. Il y a le musée Brunel ou le musée du Great Western Railway à Swindon. Il y a maintenant toute une série de services patrimoniaux, dont English Heritage, mais aussi la loterie. National Trust. Bref, et puis on a visité ça avec les gens d'English Heritage, c'est pour ça que aussi j'en parle avec un peu d'émotion, et c'était très sympathique. Il y a aussi des centres commerciaux qui ont réutilisé les anciens laminoirs, et je me rappelle très bien d'un stand de lingerie qui était à travers lequel passait une énorme arbre de moteur qu'on avait heureusement bien nettoyé.
Alors voilà aussi des dessins de Brunel qui sont dans son journal de voyage, son diary, qui est conservé à l'université de Bristol, et qui montre son côté néo-renaissance, disons, ou néo, qu'on voit ici sur c'est quoi? C'est des aquarelles, la vie, conservées en Angleterre, et qui illustre un article de Paul Smith sur une réalisation absolument extraordinaire qui est le chemin de fer atmosphérique, c'est-à-dire une alternative à la vapeur avec un système de gaz, d'air non pas comprimé mais l'inverse, évidé, une chose qui a été un fiasco, mais qui a quand même été construit et dont un certain nombre de vestiges subsistent. Alors, quand vous prononcez le mot de Brunel outre-Manche, tout le monde s'incline et on protège tout et on fait un musée, etc. Donc le nombre de musées bruneliens sont absolument considérable, et les vestiges de cette voie qui se trouve, c'est le South Devon, c'est la Riviera anglaise, sont en partie conservés. Alors on a fait la même chose, Flachat, limite, et il fait le chemin atmosphérique de Saint-Germain-en-Laye. Les deux se cassent la gueule. Il y en a un beaucoup plus vite, à l'anglaise, ça marche pas, on ferme. Les gens du Paris Saint-Germain ont duré un petit peu plus longtemps. Alors ce qu'admirent beaucoup les Anglais, Paul, tu me contrediras, c'est le côté un peu casse-cou de Brunel, qu'on dit être lié à sa mentalité un peu française. Alors quelque chose qui a été très mal vu à l'époque, parce que les pauvres banquiers ont payé un peu les pots cassés, mais qui, 100 ans plus tard, est considéré comme étant vraiment la vertu de la prise du risque, de l'innovateur qui arrive à passer au-delà de tout, et puis quand ça va mal, on rebondit. Alors il a fini en catastrophe de façon tragique mais merveilleuse, en faisant le Great Eastern, qui a donné lieu à un roman de Jules Verne qui s'appelle L'île flottante. Oui, c'est l'île flottante. C'est un énorme transatlantique qui, en sortant, s'est couché, il a fallu le refaire, et il est mort d'une crise cardiaque avant même que le dit bateau ait pu commencer à naviguer. Donc ça a quelque chose d'épique, l'histoire brunelienne. Alors, si j'évoque Brunel, j'ai parlé en particulier des maisons ouvrières, ça me permet de rebondir sur le centralien de la génération d'après, qui est intéressant de notre point de vue, qui s'appelle Émile Muller, et qui, lui, donc, je crois qu'il sort de l'école centrale en 1844. Il est originaire d'Altkirch, donc il est alsacien, et il va, à sa sortie de centrale, retourner à Mulhouse et être employé quelque temps à la compagnie, ce qui va devenir la compagnie de l'Est, c'est-à-dire la ligne Mulhouse-Thann ou Mulhouse-Bâle, et il va se mettre à son compte comme ingénieur civil dès 1846, construire un certain nombre de choses, des églises, dont l'église d'Altkirch d'ailleurs, mais surtout des maisons ouvrières. Et il va être l'ingénieur qui va être employé par Jean Dollfus et ses associés en 1852, après avoir déjà réalisé pour Jean Dollfus à Dornac des premières maisons, qui va construire la première cité ouvrière dans l'historiographie française. Donc, alors, pourquoi j'ai placé ça? Bon, j'aurais pu... Voilà, et puis je reviendrai en arrière. Donc, qu'on voit ici représentée, donc la cité ouvrière de Mulhouse, on l'appelle, 1853-54, une société qui bénéficie aussi des subventions de Napoléon III pour la promotion des logements ouvriers. Ce qui est intéressant, entre autres choses, c'est que c'est pas qu'un problème d'architecture, de logement avec un espace pour des familles avec différents types, c'est aussi toute
toute la question de l'hygiène qui est derrière, entre autres. Et une des grandes spécialités de Müller, c'est aussi la blanchisserie, comment on appelle ça, pour laver le linge, l'ancêtre des machines à laver, si vous voulez. Et donc, il prévoit un bâtiment pour le blanchissage du linge collectif, disons, où tous les gens habitants de la cité dont ils peuvent bénéficier. Et il va devenir lui-même, quand il va s'installer à Paris, fabricant, avec un dénommé Bouillon, ils vont être associés rue de Chabrol, de matériel de blanchisserie qui va avoir une certaine importance, qui va entre autres fournir les hôpitaux, qui va fournir aussi les hôtels, qui va fournir par exemple le grand hôtel d'Enghien quand il est reconstruit. Enfin bref, tout ce qui a trait à l'amélioration de l'hygiène et notamment du lavage du linge. Alors, cet Émile Müller, donc, j'aurais pu placer l'image plus loin, mais il va devenir en 1864 professeur de construction civile à l'école centrale. Il va remplacer Marie. Et alors, juste pour évoquer, il n'a pas laissé de cours, mais il a laissé des planches pour évoquer un peu ce qu'il raconte dans son cours, et ce qui montre surtout, voilà une planche qui correspond à la blanchisserie de Courcelles. Bon, je vous ai dit qu'il était très lié au blanchiment. Et puis également, autre planche intéressante, tout ce qui a trait aux filatures et plutôt aux ateliers textiles. Et vous voyez, Chède, filature, André Coquelin, donc un autre grand Mulhousien. Les gens de l'industrie textile mulhousienne, Coquelin, Schumberger, Dollfus, vont tous envoyer 1, 2, 3 de leurs rejetons faire l'école centrale. Ce qui n'est pas le cas des gens du Nord ou de Normandie, qui préfèrent faire des formations sur place. Alors, ce que fait Müller, c'est qu'il vient en 1854 à Paris, probablement pour répondre au concours de construction des cités ouvrières à Paris qui finalement fera long feu, organisé par le Second Empire. Il gagne d'ailleurs, mais finalement il n'y a pas de réalisation. Mais ce qu'il va faire surtout, c'est qu'il va construire il va installer une usine de céramique, une briqueterie de tuilerie. Et il va être, entre autres, alors elle est située à Ivry, donc il achète les premiers terrains en 1954, ses premiers associés sont des gens de Mulhouse, et il va introduire à Ivry, alors je vous montre ma référence, c'est une petite exposition organisée par la mairie d'Ivry il y a quelque temps, 2-3 ans, qui s'appelait la grande tuilerie d'Ivry, 1854, elle a fermé en 1969, il n'en reste plus rien, le beau et l'utile. Et la première production de Müller, c'est la tuile mécanique. Donc cette tuile, je n'ai pas mis d'image, mais on la voit là, que tout le monde connaît, à emboîtement, on l'appelle aussi, c'est-à-dire qui évite le recouvrement important, par exemple, des tuiles plates traditionnelles, donc un allègement de la structure, en plus des possibilités d'évacuation améliorées, et de ce fait aussi une économie, parce que c'est du prix. Donc derrière, il y a produire des matériaux céramiques pas trop chers pour précisément, dans ce contexte d'un habitat amélioré, notamment pour les gens peu fortunés, eh bien, produire des matériaux nouveaux qui soient accessibles, on peut dire, et utiles. Alors, utile, mais aussi beau. Alors, Müller va être, en tant que professeur de
de construction civile, un des grands protagonistes du débat entre il faut réconcilier le beau et l'utile. Donc c'est quelque chose qui est très mis en avant, notamment aux expositions universelles, à partir de celles de 67, 78, c'est très très présent. Et dans les années 1870, il va introduire, donc son entreprise prend de l'importance, la tuile et la brique émaillée, c'est-à-dire colorée, pour pouvoir améliorer en quelque sorte l'allure de ces bâtiments en briques traditionnels qui sont un peu considérés comme un peu austères. Et il va être donc le propagateur de ces nouveaux matériaux colorés. Donc il va aussi, en tant ayant une formation chimiste, employant des chimies, à réfléchir, à faire avancer la question de technique qui est derrière. Donc voici ce qu'il fait en particulier, voilà, avec également des petits éléments décoratifs qui vont, dans le fêtage ou ailleurs, pouvoir être utilisés. Et il va un peu faire démarrer sa spécialité dans le cadre des expositions universelles. Il va être vraiment l'homme très présent dans les expositions universelles, comme d'ailleurs énormément de centraliens, à preuve Gustave Eiffel, Bourdet, etc. Il utilise les expositions universelles comme vitrine pour leur savoir-faire et leur réalisation à travers les bâtiments éphémères en principe, mais finalement pour certains durables, qui sont construits à cette occasion. Il y a un bâtiment très intéressant pour l'Expo de 78 qui est le ministère des Travaux publics. Il est déjà avec des briques, des briques surtout de couleur. C'est un bâtiment donc conçu par un architecte ingénieur des ponts qui va être présenté à l'exposition de Philadelphie en 1876 et démonté et remonté à Paris parce qu'il avait eu un certain succès à l'exposition de 1878. Et puis son triomphe, c'est l'Expo de 89 avec les grands dômes à bleu turquoise, qui nécessitent des milliers et des milliers de tuiles, et qui, dans ce type d'image qu'on ne voit pas systématiquement, 5 dômes, 200 000 tuiles émaillées turquoises, il va donc fournir ça au galop, parce que c'est des chantiers qui devaient aller très très vite et qui vont être un des clous de l'exposition, mais qu'on a un peu oublié parce qu'on n'a que des photos noir et blanc pour la plupart du temps. On ne voit pas ce côté très coloré que pouvaient avoir les grands bâtiments des arts libéraux, le Grand Dôme central, etc., de l'exposition de 89, à côté des grandes structures métalliques qui étaient la Galerie des Machines et la Tour Eiffel. D'ailleurs, la Tour Eiffel avait, dans la partie basse, tout un parement de céramique de Muller. Alors, en fait, ce qu'il a utilisé sur la partie basse, c'est un nouveau matériau qui apparaît juste à ce moment-là, enfin, en tout cas, qu'il développe, il est le premier à le faire, ce sont ce qu'on appelle les grès. Les grès, c'est des céramiques dures, imperméables, qui nécessitent des argiles particulières. Les Anglais avaient déjà commencé. Lui, il va être Monsieur Gray, ou son entreprise. Il va mourir en 89, donc c'est son fils qui prendra la suite. Donc, ces grès émaillés qui vont servir pour faire des parements et des dallages, parce que comme ils sont durs, on peut marcher dessus. Et c'est toute la naissance de la mosaïque qui nécessitent, les tessons de mosaïque sont faits en grès. Donc c'est tout ce système décoratif qui démarre à ce moment-là et qui va, avec Bigot, Bourdet, Gentil, connaître son heure de gloire avec l'Art Nouveau et l'Art déco. Donc c'est son entreprise d'Ivry qui démarre la production des grès. Et pour finir, il a, dans les années 80, il était beaucoup autour des expositions, construit son hôtel particulier. Il a
finalement fait fortune, on peut dire. Et son hôtel particulier, il est juste à côté, il est avenue du président Wilson, c'est aujourd'hui l'ambassade du Mexique, donc en sortant vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Voilà, donc c'est un bâtiment en briques, un des rares d'ailleurs qui se trouve sur l'avenue du président Wilson, avec ce genre de motifs qui sont typiquement de la production mullérienne, la production d'Ivry. J'aimerais bien voir s'il reste à l'intérieur des dallages, pavages et autres, parce qu'on peut imaginer qu'il avait aussi utilisé des dalles, carreaux et vernissés pour faire un minimum de décoration. Encore que peut-être que pour lui-même, il acceptait une certaine sobriété. Enfin. Alors, la grande œuvre de Müller, c'est aussi, on est au début pratiquement de la céramique décorative, c'est la fourniture pour Jules Saunier et le fabricant de chocolat Meunier de l'usine Noisiel. Donc c'est une de ses premières grandes fournitures, ce qui montre bien, en passant, qu'il fournit notamment pour l'industrie. Et que l'industrie les usines peuvent être des laboratoires pour la réalisation d'œuvres modernes, à la fois sur un plan technique et sur un plan stylistique. Donc, ce dont je vous ai parlé à propos du palais des travaux publics ou de ce qu'il va faire aux expos, on aurait pu décliner des tas d'autres bâtiments d'ailleurs aux expositions, quelque part ça prend naissance avec le chantier de Noisiel, qui est un pan de fer ourdé de céramique, tuiles et briques qui sont colorées et que donc fournit Müller. Voici le détail. Un autre détail, donc on voit bien la structure en fer et les différentes couleurs. Et ce dessin publié dans les Nouvelles Annales de la Construction en 1873, donc au moment pratiquement de la construction, montre bien que c'est un pan de fer, l'ossature, c'est un bâtiment à ossature complètement métallique. C'est encore plus visible sur cette image, si on pouvait en douter. Donc on voit, par rapport aux gares dont je parlais, au premier bâtiment métallique, charpente métallique que j'évoquais tout à l'heure, apparaître le pan de fer avec l'idée de l'égayer un peu par de la céramique décorative. C'est quelque chose qui va beaucoup plaire à l'école rationaliste d'architecture, qui peut-être trouve que l'architecture d'ingénieur stricto sensu est un petit peu austère, même si les tenants de cette façon de voir disent ne peut être beau que ce qui est vrai, donc calculé, donc d'ingénieur. La tour Eiffel, elle est calculée, elle est belle parce qu'elle tient toute seule, parce qu'elle est parfaitement bien calculée. Évidemment, d'autres ne sont pas forcément d'accord, à commencer d'ailleurs par Jules Bourdet, dont je parlais tout à l'heure. Le fournisseur de métal, donc du pan de fer, de toute la structure métallique, c'est un autre centralien qui est un tout petit peu plus jeune qu'Eiffel. Il est sorti en 1857, mais il fait partie de la même génération et qui est très important, qui s'appelle Moisan, M-O-I-S-A-N-T. Tout d'un coup, j'ai une hésitation sur son prénom. En tout cas, voici son trombinoscope. Et donc, il avait son atelier. Après, il s'associe à Laurent et Savet. Ça devient l'entreprise Moisan-Laurent Savet. L'un d'eux est son gendre et centralien. Et on voit donc ce que pouvait être une grande entreprise de construction métallique. C'est un concurrent d'Eiffel qui, lui, est à Levallois-Perret. Par la suite, alors je ne pense pas que c'est celle de Vaugirard, elle s'installe à Ivry. Et juste, l'image est mauvaise, mais
je souligne que c'est un endroit très intéressant du point de vue de l'histoire récente du patrimoine. On appelle ce lieu la laiterie, et ça appartient à toutes ces réhabilitations mises en œuvre par, comment s'appelle-t-il, Berthaud, qui utilise des friches industrielles pour faire des logements un peu, ou des ateliers un peu sortant de l'ordinaire, un système quasi coopératif. Et donc la laiterie, c'est un des tout premiers qui a été fait. Donc l'architecte qui l'a conçu a fait son atelier à l'intérieur. Et c'était laiterie parce qu'il y avait Yoplait. Mais ils ne savaient pas, je pense, au moment où on était les voir, que en fait c'était l'ancienne usine Moisan, ce qui expliquait la présence des ponts roulants qu'ils ont très heureusement conservés parce qu'ils trouvaient que c'était sympa, mais sans s'interroger sur le fait que pour une laiterie, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas a priori très lourdes, on n'avait peut-être pas besoin de ponts roulants. Alors, dans le même groupe au même groupe appartient un personnage très intéressant qui est Émile Trélat, donc qui lui est un centralien de la génération d'avant, sorti en 1840, et qui est le fondateur de l'école spéciale d'architecture, qui s'appelle au départ École centrale d'architecture. Elle est créée en 1864, on est en pleine crise des beaux-arts, et Trélat propose de créer une école privée d'architecture, un peu sur le modèle de l'école centrale, pour pouvoir former des architectes qui ont une certaine ouverture sur les questions techniques, en recevant un enseignement ad hoc. Et il va associer dans l'enseignement des gens fort intéressants. Malheureusement, je n'ai pas la deuxième page, mais je vais vous dire qui c'est. Vous les connaissez bien. Donc, on retrouve Émile Muller, qui est professeur à l'école impériale, donc il est des arts et métiers, des arts et manufactures, répétiteur demi-mu architecte centralien, on ne le dit pas, mais il fait de la physique appliquée. De Mastin est un centralien, d'ailleurs il est professeur. De Dion, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait de la stabilité de construction. Il a comme répétiteur un ancien élève de l'école polytechnique, et il y en a un autre, je crois, de centralien, je ne le vois pas, peu importe. Mais si on tournait la page, je m'en suis rendu compte un peu tard, que je n'avais pas fait mon scan, eh bien on voit les gens qui font de l'histoire de l'architecture, et qui trouve-t-on pendant un certain temps Viollet-le-Duc, Viollet-le-Duc fils et Anatole de Baudot. Alors Anatole de Baudot, c'est intéressant parce que, nous qui donnons des cours là-haut, c'est la salle à l'Anatole de Baudot. Il a été enseignant avec des centraliens dans une école dirigée par un ingénieur de l'école centrale fondé, on peut dire, Émile Trélat. Donc dans une école que vous connaissez, qui existe toujours. Alors cette stimulation a provoqué la réaction qu'on connaît de l'école des beaux-arts, la création, on peut dire l'extension de l'école rationaliste, en essayant de trouver pour les architectes une façon de s'exprimer qui soit différente de celle des ingénieurs et qui leur retrouvait une place. Parce que là, d'une certaine manière, peut-être qu'il s'était un peu trop inféodé aux ingénieurs. Donc on est dans tout ce débat créé par la modernité des matériaux, des nouveaux programmes, sur quelle peut être la place de l'architecte par rapport aux ingénieurs. Donc dans un premier temps, les ingénieurs prennent un peu la place, et puis il y a une réaction, et ça se rééquilibre. C'est cette histoire, en effet, un peu compliquée de ce rapport parfois difficile, parfois très complémentaire entre l'ingénieur et l'architecte. L'ingénieur, architecte aussi, il a la double formation, qui prend la suite, architecte des beaux-arts, qui prend la suite d'Émile Muller, qui meurt en 1889, c'est Jules d'Enfer, qui est quelqu'un de très intéressant, qui va être donc, il était déjà enseignant, maître assistant, on peut dire, de Muller. Il est sorti en 61, et il va vraiment introduire les nouvelles techniques dans son cours,
donc voici quelques planches, et est en même temps un constructeur d'usine. Il va être associé en fait au départ à Paul Friézé, qui va être lui-même un très grand constructeur d'usines, en particulier de stations électriques et autres, dont Nicolas Pierrot parlera dans une séance ultérieure. Donc au départ, Denfert et Friézé sont associés. Et donc vous voyez donc croquis concernant les pans de fer. Donc le pan de fer a pris une certaine importance. Juste sur Noisiel, j'ai oublié de le dire, mais dans le même ordre d'esprit quand même, pour pas risquer de ne l'oublier, c'est un bâtiment que dès 1874, Viollet-le-Duc, dans son deuxième volume d'entretien, auquel il rend hommage. Hein, je veux dire, et comme Viollet-le-Duc va être traduit très rapidement, les entretiens, donc ce bâtiment va avoir va être très connu, Noisiel, grâce à ses publications très élogieuses. Donc là, on le voit d'ailleurs en passant. C'est très mauvais au point de vue image, je suis désolé pour le pauvre Denfert. Croquis, donc, alors, on voit apparaître la nécessité pour ces cours de construction, qui se décomposent. Il y a éléments d'architecture en première année, cours de construction civile en deuxième année, puis ensuite on se remet aux routes et ponts. On voit donc des propositions de systèmes décoratifs pour les constructions industrielles qui sont proposées dans le dit cours. Donc à nouveau décoration, et cette fois-ci il s'agit c'est marqué en haut, les pignons, hein, façade des pignons. Donc utilisation de la brique, c'est cette brique de Muller, disons que Muller, entre autres, va quelque part réanoblir, qui peut être mise en œuvre de façon décorative, parce que je passe dessus, mais il y a non seulement la couleur qui peut être mise en contribution avec le vernissage, mais il y a aussi évidemment la façon dont on l'a fait du relief, des éléments décoratifs, rien que par sa forme. Et puis, alors, je montre quand même cette chose-là, qui est le shed. Alors, le shed, c'est une innovation proprement industrielle, puisque l'idée le shed apparaît dans les années 1860-70, va être surtout utilisé dans les tissages, hein, et ça permet, pour des constructions qui sont principalement de plein pied, encore que ce n'est pas systématique, d'avoir un système d'éclairage qui n'est pas proprement zénital, mais qui est orienté au nord la plupart du temps, et évite introduit de la lumière, éclaire, parce que derrière toutes ces constructions industrielles, évidemment, il y a un problème aussi d'éclairage, de ventilation, de chauffage. Il y a des problèmes techniques fondamentaux qui sont au cœur, disons, de l'enseignement, et l'aspect formel, disons, vient ensuite, avec cette volonté de réconcilier encore une fois le beau et l'utile. Et donc le shed, lui, il est quand même... Enfin, je ne sais pas s'il est beau, en tout cas, il est utile. Il utilise la tuile. Il n'y a pas de shed sans tuile mécanique. Hein, je veux dire, on voit bien les liens entre les différentes choses. Donc, il y a du verre. Il y a aussi ce système oblique, hein, qui est propre à... Alors, c'est quelque chose qui a été repris ensuite par des architectes comme Le Corbusier et autres dans des constructions qui n'étaient plus industrielles. Hein. Mais la naissance, c'est l'industrie. Alors, notre ami Denfert a construit des choses, beaucoup de minoteries, et notamment à Corbeil, Essonne. Donc, premier moulin de Jules Denfert, et le deuxième, malheureusement, à droite, il n'y a pas la date, mais il va jusque 1880. Hein, donc, c'est de la construction à gauche, là. Ça, je l'ai laissé, mais c'est la partie friaisée ultérieure des années 1890, il n'y a plus d'Enfer. Et on le voit là sur la gravure, le dessin à gauche, hein, la construction
J'ai jusqu'à... Non, ça va. Il a aussi beaucoup... il a également travaillé dans la papeterie, hein, et c'est la papeterie d'Essonne. Alors, j'ai repris cette photo vite fait, m'avait passé d'ailleurs Nicolas Pierrot. Et je ne sais pas trop où il a œuvré, mais il a travaillé pour son camarade Darblay, qui est le grand papetier, minotier puis papetier, qui est propriétaire de la papeterie d'Essonne, et également centralien. Ce qui est intéressant, c'est aussi de revenir au programme proposé pour le concours. Hein, donc c'est tout un chapitre. Hein, on pourrait là y passer à nouveau quelques heures. Mais en 1875, qui est une année très intéressante du point de vue de la formation d'ingénieurs architectes, il y a un certain nombre de noms, Ferdinand Delmas, Oslet, etc., qui sortent de cette promotion-là. Il y en a un autre qui s'appelle Joseph Leclerc, dont je vais parler incessamment, et le sujet, c'est les immeubles industriels. Donc la référence, c'est ce qui vient d'être construit en 1873-14, qui va prendre le nom de rue des immeubles industriels à Paris. Donc, prenons le modèle de cette réalisation, donc, qui offre aux artisans des bâtiments, enfin un espace où ils peuvent loger et travailler en même temps, et où en plus on fournit de l'énergie. Et donc voilà cette fameuse rue des immeubles industriels, donc entre le boulevard Voltaire et la rue du Faubourg Saint-Antoine, je crois. Et Leclerc, Joseph Leclerc va faire une entreprise de construction métallique, et c'est lui qui va réaliser l'usine Sudac, donc l'usine de Victor Pope, pour la construction la distribution d'air comprimé, hein, qui est actuellement un bâtiment de l'école d'architecture Paris-Seine, quelque chose. Paris-Val-de-Seine, donc un monument qu'on a eu beaucoup de mal à protéger, monument historique en son temps, qui a été, donc la protection a été acquise, qui maintenant est un peu immergé dans beaucoup de choses, et où se trouve pas loin d'ailleurs là le Fraissinet, voilà, qui défraie aujourd'hui la chronique. Bon, c'est plus Sudac, c'est maintenant Fraissinet. Donc voilà le chantier de Leclerc. Hein. Alors j'en arrive, donc cette construction métallique, on a parlé de l'Angleterre, je voudrais maintenant parler des États-Unis, surtout que je parle un peu d'un sujet qui m'absorbe beaucoup actuellement, donc c'est l'occasion de partager mes recherches. Il y a un centralien tout à fait contemporain d'Eiffel et de Moisans, qui lui sort en 1856, qui s'appelle William le baron Genet. Donc voici sa figure. Et vous voyez donc son carnet de notes, si j'ose dire. Guillaume, William, né à Boston en 1932, et il est donc venu passer le concours, enfin le concours d'entrée, c'est-à-dire l'espèce d'examen, disant qu'il était à même de suivre les cours, et surtout, fait très important, il a obtenu le diplôme. Donc on voit en passant toutes ces notes, hein, de première année. Et je m'amuse aussi à voir ces adresses successives, hein, Barré, rue Dufaux, boulevard Beaumarchais. Alors ce William le baron Genet, qu'on voit ici à Chicago, en 1897, donc dans la revue locale, enfin Architectural Review, non, c'est pas la revue locale, c'est Inland, donc avec son associé William Mundy à l'époque. Et ce William le baron Genet, donc il est né d'une famille de Boston, il est totalement anglo-saxon, hein, il n'a rien à voir avec la France. Son père était, même s'il y a le baron, mais c'est une émigration du XVIIe siècle, et son père était armateur de baleines, en particulier à Fairhaven, c'est-à-dire le port de Moby Dick, hein, de l'histoire qui se passe aussi à Fairhaven. Donc on est dans ce contexte moby-dickien, si j'ose dire. Et il va
faire un petit tour dans le Pacifique sur les bateaux de papa. Et il va décider d'être architecte. Et pour cela, il va rentrer d'abord dans l'école d'ingénierie qui a été créée à Harvard à ce moment-là, la Lawrence Abbott Engineering, c'est un grand industriel de Lowell. Ça ne lui convient pas. Et il apprend, parce que des Américains ont déjà fait l'école, qu'à Paris, il y a une école pas tout à fait récente, mais pas si vieille que ça, qui forme des ingénieurs civils avec un programme d'enseignement top. Et en effet, depuis le début, l'école centrale a fait de la pub pour pouvoir recruter des étrangers. Et il y a à peu près 20% d'étrangers formés dans les élèves suivant l'école centrale jusqu'aux années 1870. Et beaucoup d'Américains. Donc, il suit les autres et il fait l'enseignement. Il rentre en Amérique. Il est renvoyé en France par une entreprise américaine pour représenter les intérêts américains dans des entreprises ferroviaires. Là, on est en 1859-1860. Il va, à ce moment-là, avoir du temps. Je n'avais pas finalement beaucoup de choses à faire. Donc je passais beaucoup de temps à dessiner au Luxembourg et à rencontrer des peintres et des gens des beaux-arts. Un peintre américain assez connu, Whistler, avec lequel il copine. Et il dit, j'ai envie d'être architecte. Je veux dire, j'aime dessiner. Le dessin, c'est ça. Et il revient aux États-Unis. La guerre de sécession arrive. Il avait connu Sherman déjà en Europe, et donc il est employé par le général Sherman à son état-major comme ingénieur. Il fait la guerre de sécession. En 1966, il est démobilisé. Il se marie, et à ce moment-là, la ville champignon, la ville où tout se passe, c'est Chicago. Donc il va à Chicago. Et là, eh bien, il commence à construire, il devient urbaniste, c'est lui qui s'occupe pas mal d'une ville nouvelle qui s'appelle Riverside, qui est très intéressante à Chicago. Et puis il y a le grand incendie de Chicago en 1871. Là, ça fait un appel énorme de possibilités constructives. Avec la technique fireproof, la technique résistance au feu, qui est sollicitée, parce que la construction avant en bois avait montré ses défauts. Et donc là, sa formation d'ingénieur centralien est parfaitement ad hoc, et il va se lancer, un peu déjà, mais surtout après, dans la construction fireproof, la construction résistante au feu, en utilisant briques et de plus en plus de métal, c'est-à-dire quelque chose de très mullérien, enfin on peut dire. Et il va d'ailleurs, son premier associé, être le premier grand industriel de la fabrication de briques, un petit peu comme Muller un peu plus tôt. Mais lui, là, c'est après l'incendie de 70. Alors voilà le bâtiment qui fait qu'il est appelé aux États-Unis The Father of Skyscraper, le père du gratte-ciel, c'est le Home Insurance Building. C'est un bâtiment qui est construit en 1885. Avant, il y en a d'autres, mais celui-là, il est complètement à ossature métallique et il est en briques très largement. Donc, briques, ossature métallique, c'est pour ça que j'aime mieux prendre une image colorée pour montrer quand même qu'il n'est pas comme les immeubles, les buildings qu'on connaît de New York, qui sont en granit ou pierre. Là, il est rouge. Il n'est pas encore très haut, mais il est à ossature métallique complètement. Alors, la référence, ça les Américains le savent plus ou moins, enfin pas assez à mon avis, donc ça sera bien de discuter avec eux. La référence, c'est le fireproof usinier, anglais, très largement des filatures, et qui va connaître un très bel exemple en France, c'est l'usine de la foudre construite par William Fairbairn, un Anglais
à Petit-Quevilly, dans la banlieue de Rouen, qui existe toujours, hein. Voilà, à Ossature, fonte et brique. C'est un endroit qu'on a protégé monument historique il y a quelques années. Là aussi, c'était intéressant à l'inventaire de participer à cette histoire. Et ça y est, les travaux, les aménagements, je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, ça devient, là, l'année dernière, premier coup de pioche aussi, je sais pas quoi, pour créer Innopolis, l'innovation. J'avais un peu perdu le fil, mais bon, on joue au niveau de la restauration. Donc c'est le président du conseil régional qui est derrière, tout ça. On joue sur le côté très innovant de la structure au XIXe siècle pour en faire le lieu dans lequel on va accueillir des choses innovantes. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Donc ça, c'est la référence. Je vous montre simplement le New York Life Insurance Building qui lui est construit en 1894. Donc ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. J'ai regardé tout récemment dans la revue Le Génie Civil, par exemple, qui est la grande revue, disons, on trouve des références. On les appelle à ce moment-là des maisons géantes. Ce que font les Américains, et il y a une certaine condescendance quand même à ce qu'ils font. On n'a pas encore compris que quelque chose de très nouveau était en train de surgir, et on dit là-dedans il doit y avoir pas mal de promiscuité. Les Américains, ça leur va, en Europe, peut-être pas. Bon, c'est le discours des années 90, et notamment portant, pas sur... Oui, je crois que c'est le Life Insurance Building qui est décrit dans la revue du Génie Civil. C'est pour ça que je l'ai pris. C'est un des tout premiers en acier. On est passé du fer à l'acier. C'est aussi au niveau du matériau. Et alors là, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on voit que derrière, eh bien, il y a les grandes firmes de Pittsburgh qui sont aussi des firmes champignons, avec le magnat de l'acier de l'époque qui est Carnegie, et qui crée une industrie et des modèles pour, à Chicago notamment, qui continue à être une ville de champignons, mais aussi à New York, mais à Cincinnati et ailleurs, faire des immeubles de plus en plus hauts, de plus en plus performants. L'industrie sidérurgique est derrière à vendre, de même que l'industrie céramique, son matériau, et proposer des solutions aussi techniques. Donc voilà les dessins sont de ce système du Life Insurance Building, qui existe toujours. Enfin, en 2006, il existe toujours. J'ai regardé sur le net. Il y avait un petit débat, va-t-on le détruire ou pas? J'espère qu'il n'a pas été... Il y a eu et je trouve que là, il faut que l'Europe s'y mette aussi pour défendre le Life Insurance Building s'il n'est pas encore détruit, et les centraliens en particulier, puisque c'est un des leurs qui l'a conçu. C'est ce qu'on fera l'année prochaine, puisqu'on prévoit un grand colloque à Orsay sur le sujet en décembre 2012. Puisque William le baron Jeunesse sera le centralien de l'année 2012. Depuis quelques années, il y a le centralien de l'année, et il a été élu, pas tout à fait à l'unanimité, mais presque, l'homme de l'année prochaine. Alors notre ami William le baron Jeunesse a été aussi un constructeur d'usines. Alors malheureusement, c'est un secteur dont apparemment on ignore quasi tout, mais voilà, par exemple, le Hercule Manufacturing Building, toujours à Chicago apparemment. Alors Inland Architecture, c'est la phare de Chicago depuis, elle est créée en 1884, je crois. Donc je ne sais pas si ça a été réalisé, mais là, ça pousse aussi comme des champignons, les usines. Il faudrait quand même aller voir ça de plus près. Donc c'est un truc quand même assez étonnant. J'ai mis ça, je ne sais pas si j'ai raison, la manufacture des œillets. Juste en clin d'œil, bon, c'est un peu de l'architecture américaine. Et puis j'arrive maintenant, parce que je vais me faire engueuler si je continue trop longtemps, à mon dernier chapitre, qui est le béton armé. Donc on est là dans la grande aventure de l'architecture métallique, donc qui va connaître un magnifique rebond aux États-Unis, et puis en France va un peu décliner, parce qu'il y a un concurrent qui est le béton armé, où cette fois-ci le fer est caché.
Et là, on a à nouveau d'ailleurs des centraliens, donc c'est pour ça que j'en parle, et un certain nombre d'entrepreneurs. Le plus malin de tous, c'est NBIC, qui est un entrepreneur de maçonnerie qui a beaucoup travaillé en Belgique, et qui va donc développer un procédé de béton armé qui va vendre pour les usines, avec l'argument fireproof, c'est toujours l'argument utilisé, résistant au feu. Les fers de M. Fairbairn, c'était bien joli, mais c'est encore mieux d'avoir des fers cachés dans le béton sous forme de béton de ciment armé, comme on disait. Donc, pour le peignage de Jules Désurmont à Tourcoing, il y a très peu de bâtiments à Tourcoing. Tourcoing était une ville assez intéressante de ce point de vue-là. Et à Roubaix aussi, mais surtout à Tourcoing et Lille. La filature Barrois, qui est un peu l'exemple mis en évidence très souvent dans la pub d'NBIC. Donc l'intérêt, c'est qu'à l'IFA, l'Institut français d'architecture, le fonds NBIC existe. Il a été étudié notamment par Gwenaël Delumeau. Beaucoup donc de dessins, d'images, vantant le procédé. Et voici le bureau d'NBIC vers 1900. Vous voyez, un paquet de dessinateurs dont probablement 50% et plus sont des jeunes centraliens. Et puis, bon, ce bureau, il se trouve, le bâtiment existe toujours au 1 ou 3 rue Danton, ce bâtiment extraordinaire, construit par le professeur de l'école centrale à ce moment-là, enfin un petit peu plus tard, qui s'appelle Édouard Arnaud. Et qui est une sorte de propagateur du béton armé et notamment du béton NBIC, notamment dans le milieu centralien au niveau de l'enseignement, mais également de ses réalisations. Donc voilà le cours d'Arnaud, qui est professé dès 1909, mais avant il est déjà maître assistant. Enfin, maître assistant, ça ne s'appelle pas comme ça, mais enfin, en tout cas, il fait des cours. Il publie Maison de rapport, c'est le 1 rue Danton, c'est-à-dire finalement, c'est plus que une maison de rapport, c'est les bureaux NBIC. Donc le cours a été publié en 1931, mais la réalisation, donc, c'est l'écriture de Françoise Hamon, donc, par Édouard Armand, en 1900. Ce bâtiment est construit par Édouard Arnaud, il est publié dans l'édition publiée du cours, alors qu'il a déjà, il fait presque plus rien, Arnaud, qu'en 1931. Alors voilà une réalisation de NBICienne, si j'ose dire, qui nous avait intéressé à l'inventaire. Là, on avait fait une étude, et puis toujours protégé MH, etc. C'est l'usine de la grande vapeur à Oyonnax, qui n'est vapeur que par son nom, parce qu'elle était en fait électrique, mais elle prenait la suite et qui est du type immeuble industriel, c'est-à-dire que c'est des fabricants d'objets en plastique, on est dans la ville du plastique, il y a une organisation cellulaire avec distribution de l'énergie aux différents utilisateurs. Et utilisation du béton armé, notamment pour faire, alors ça c'est le bâtiment tel qu'il était il y a quelques années, en triste état, avec donc des petites cellules en quelque sorte. Et regardez au-dessus, donc publié dans la revue d'NBIC, parce qu'ils ont beaucoup pris des photos, donc on le retrouve dans le fond IFA, essentiellement la terrasse, parce que c'est une terrasse qui était destinée à être un accumulateur d'eau, parce que le plastique, comme chacun sait, c'est très dangereux, ça brûle. Donc c'est pour l'incendie, disons, une réserve d'eau qui est portée sur le toit. Et vu le poids qu'il y a ça, le béton armé était le matériau ad hoc. Il y a aussi du béton moulé à l'intérieur qui est intéressant au point de vue de sa mise en œuvre. Ça marchait comme ça, le fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y avait un architecte, donc grenoblois, je crois, ou lyonnais, et un entrepreneur qui était licencié NBIC. Et donc toutes les études étaient faites dans le bureau de la rue Danton,
D'où le fait qu'on retrouve ça dans les archives. Et ensuite, réalisation par l'entrepreneur licencié BNBIC selon le procédé. Et l'architecte, disons, était formé aussi par NBIC à son procédé, était lié, disons, mais de façon moins contractuelle que l'entrepreneur, à l'entreprise NBIC, qui vendait en quelque sorte son procédé et son know-how, son engineering. Alors voilà ce que c'est devenu. C'est devenu le musée du peigne et de la matière plastique, je pense. Enfin, en tout cas, ça a été sauvé, refait, etc. Et ça fonctionne. En tout cas, il y a des belles voitures devant, donc ça a l'air de marcher. C'est pris sur le net, là. J'ai pas été depuis un temps fou. Mais, quelques images pour finir du cours d'Arnaud. Le béton armé translucide, système Joachim. On est dans ces matériaux... On aurait pu parler du verre, avec justement les pavés de verre, tout ce qui est possible, parce que, évidemment, dans l'industrie, il y a toute la question de l'éclairage, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Donc là, il y a mise en œuvre du béton avec des pavés de verre. On voit beaucoup ça aussi au Havre, chez Perret. Un nouveau programme qui surgit à ce moment-là et qui me permettra plus ou moins de conclure, c'est l'industrie automobile, la grande industrie taylorienne, donc ou pré-taylorienne, qui nécessite des grands espaces, donc des chaînes bientôt, etc., qui va être mise en œuvre aussi bien pour les grandes usines d'automobiles, et je ne dirai jamais assez que Paris est le berceau de l'automobile, donc il y a eu pas mal d'usines en Paris et en périphérie qui ont été construites dans ces périodes des épopées, Pont-Arles-Vassor, qui est à l'est, Ivry, et bien sûr Javel, mais aussi rue du Théâtre dans le 15e, enfin un certain nombre d'usines. Là, on est à Suresnes, donc avec l'usine d'Arax-Serpollet, qui donc est documenté dans le cours comment s'appelle-t-il, d'Arnaud, et qui, je crois, a été construite vers 1812, sauf erreur. 1809, voilà, avant. J'espère que c'est bien la même. Alors, il est quand même encore très métallique, Arnaud. Françoise est assez mitigée sur... Elle trouve que les architectes beaux-arts sont plus culottés déjà sur le béton armé. Bon, on pense à Anatole de Baudot. Et eux, même s'ils sont au niveau ingénierie très en avance, dans les cours de construction, ils restent quand même très attachés à la construction métallique, qui va finalement avoir encore un peu des beaux jours jusqu'en 14, puis ensuite, ça va être la dégringolade. Et puis, je vais vous montrer ça donc, au niveau des projets de concours. Et je crois qu'on est autour de 1900. Le projet, c'était carrosserie automobile, grand atelier pour la carrosserie d'automobile, avec parc à bois. La carrosserie automobile était encore en bois. Mais je pense que ça mériterait d'être... revisité depuis le travail de Françoise, notamment sur ces périodes un peu charnières du début du XXe siècle avec les nouveaux programmes. Il y a aussi dans le cours d'Arnaud, et je terminerai là-dessus, des images, mais pas de dessin, donc je ne l'ai pas pris, de la construction de l'usine Blériot Aéronautique c'est Suresnes aussi. Vous savez que Blériot, autre centralien, qui est le premier grand usinier de l'aéronautique, en 1909, une fois qu'il a fait sa traversée de la Manche, son Blériot 11, il décide de le produire industriellement. Il va en vendre 1000 entre 1909 et 1914. Et pour cela, il construit la première grande usine aéronautique, à mon sens, du monde, qui était à Levallois, boulevard de la Révolte. Et ensuite, il va s'installer là où a été Dassault encore, ou ADS, je ne sais plus, qui est... Suresnes, je crois, c'est ça.
Et c'est là que, notamment, vont être construites toute la production pendant la guerre de 14 qui va prendre un très grand essor. Et c'est cette seconde usine que décrit Arnaud dans son cours. J'aurais préféré que ça soit la première, mais il y avait peut-être quelque part. Voilà, je vous remercie.